des institutions, auprès des ministères, dans un environnement où il y a beaucoup de lois à réécrire ou à aménager. Et bien pour ça, il faut qu'il y ait des personnes qui soient dédiées aux affaires publiques. L'autre chose, c'est de réussir à rendre réellement visible, lisible, compréhensible cette filière. Parce que comme elle est tellement fragmentée, pour des personnes qui sont de l'extérieur, et c'est-à-dire aussi bien les acheteurs, les collectivités territoriales qui les soutiennent ou qui en achètent des, des prestations et des services, tous ceux donc, qui les financent ou ceux qui en bénéficient, eh bien, c'était pas facile de se faire une image de toute cette diversité. Donc, rendre cette offre lisible, c'était une de nos missions importantes. C'est aussi faire que tout le monde à l'intérieur de l'association puisse mieux se connaître et apprenne à travailler ensemble. Enfin, une des missions et une des valeurs qui nous rassemblent, c'est faire que, même s'il y a le mot tech dedans, donc qui dit tech, dit innovation, dit matériel, dit, ça, ça ne veut pas être réservé simplement au public qui en aurait les moyens financiers, matériels, de maturité digitale. Non, ce que l'on veut, c'est que ça soit inclusif, que ça puisse avoir un impact social fort et que ça puisse être utilisé par tous, partout. Et pour ça, c'est vraiment essentiel de mener des actions que l'on veut promouvoir. Enfin, c'est aussi d'essayer de consolider le business quand même de ces entrepreneurs parce que derrière ça, il y a des emplois, il y a une filière qui est encore fragile, qui n'a pas encore pignon sur rue auprès des investisseurs et pour permettre aux jeunes entreprises de pouvoir accéder aux salons nationaux et aux salons internationaux pour aussi promouvoir ce savoir-faire au niveau international qui est très typique des compétences françaises. Voilà les missions de EdTech France. Vous l'avez compris, c'est quelque chose de tout à fait euh, énergique et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a une communauté avec évidemment nos membres de l'association, mais aussi d'autres associations partenaires. Je vais citer par exemple la FFP, donc la Fédération de la formation professionnelle, le FOFOD, qui est le Forum de la formation ouverte à distance, et tout un tas d'autres structures qui sont des partenaires avec qui nous apprenons à travailler. Centre Info, par exemple, qui est maintenant regroupé dans France Compétences. Il y a aussi des entreprises, donc entreprises partenaires, qui acceptent de nous financer parce qu'on est 100% financé par les adhérents et les partenaires. Je vous l'ai dit tout de suite aussi, des établissements d'enseignement supérieur. Et il y a ce mouvement sur lequel je vais vraiment vous faire un gros focus après, qui est qu'il y a des associations territoriales qui se sont montées et la première, historiquement, qui existait bien avant EdTech France, ça s'appelle le SPN. Ça dépend de la French Tech de la région Aquitaine, la Grande Aquitaine, et qui est à Poitiers et qui inclut aussi bien Canopé que le CNED, puisque le CNED et Canopé ont leurs sièges qui sont à Poitiers, et du coup, cette structure du SPN existait là depuis un petit bout de temps, de la même manière qu'une autre association existait un petit peu avant EdTech France, qui est le EdTech Lyon, qui est aussi un syndicat de regroupant des entreprises EdTech. Mais il y a ce mouvement sur les territoires dont je vais vous parler maintenant. Mais avant d'en arriver là, il y a aussi un média que nous avons créé durant cette année, qui est le podcast EdTech France, avec vraiment, je crois maintenant, plus d'une trentaine de podcasts, avec des interviews de tout un tas d'experts, d'acteurs, qui viennent parler de
de l'innovation dans l'éducation. Et ça, c'est accessible à tout moment pour tout le monde aussi. Alors, dans les actions et dans les projets, parce que concrètement, hein, il n'y a qu'une seule personne salariée, c'est Rémi Chal, mais je vous l'ai dit, maintenant, il y a un nouveau conseil d'administration et on a envie vraiment de lancer beaucoup plus d'actions que ce qui a pu être fait pendant les mois précédents. Il y a des groupes de travail qui sont en train de se monter, il y a des rencontres pour que tout le monde apprenne à travailler ensemble, il y a une cartographie qui prend une forme pour l'instant de catalogue, avec même un catalogue papier qui va être fait par rapport aux acheteurs. L'autre cartographie, je vous en parlerai tout à l'heure avec EdTech Grand Ouest, parce que c'est nous qui portons ce projet-là. Et il y a un jumelage avec une fédération des associations EdTech européennes qui est en cours sous l'initiative de EdTech France. Donc, tous ces travaux-là ont été lancés avec, je vais maintenant faire un petit focus sur une chose que l'on a faite dans la semaine qui a suivi le confinement. Avec Rémi Chal, nous nous sommes parlé dès que le président Macron avait parlé le jeudi soir annonçant ce premier confinement au mois de mars. Le samedi, nous nous retrouvions par téléphone pour pouvoir monter un site que vous avez peut-être vu passer, qui s'est appelé Solidarité EdTech France. Ce site a permis de rassembler plus de 350 offres solidaires proposées par les adhérents, mais pas que, de EdTech France, qui ont apporté des solutions de formation mises à disposition gratuitement pour les enfants, les familles, les ados, les formateurs, les organismes de formation, les entreprises, pour pouvoir continuer à former, à éduquer, pour pouvoir réussir à résoudre ce grand problème de continuité pédagogique. Pendant les 3 mois qui ont suivi, il y a eu des milliers d'utilisations de ces ressources qui ont été mises en ligne. Donc ça, c'était vraiment quelque chose monté en mode commando, en un week-end, et qui nous a demandé quand même un mois de travail après pour pouvoir faire cette vitrine de la solidarité des entreprises EdTech. Voilà, donc nouveau conseil d'administration, nouveau projet avec énormément de choses qui sont dans les tuyaux, dont je ne peux pas parler pour l'instant complètement parce que demain matin à 8h30, on va encore continuer avec le conseil d'administration à faire notre roadmap qui va être présentée bientôt de manière officielle avec tout un tas de nouvelles actions qui vont être faites. Moi, dans cette structure de EdTech France, je vous ai dit tout à l'heure, j'en suis un des 9 administrateurs. J'en suis le vice-président donc des territoires apprenants et je vais aussi me présenter comme candidat pour être le président de EdTech France. Mais je veux maintenant vous parler de cette autre structure qui est alors, originellement Cluster EdTech Grand Ouest, qui est une structure show, parce que vous ne connaissez peut-être pas. Le Learning Show, c'est quelque chose qui s'est monté il y a 5 ans entre deux individus. D'un côté, Pierre Berthou, qui était président de la French Tech à Rennes, et moi-même. Comme on se connaît depuis 25 ans, que nous étions tous les deux entrepreneurs dans le monde de la tech, que nous avions pas loin de 50 et quelques années passées, nous sommes dit que nous avions une responsabilité sociétale de faire bénéficier l'écosystème de notre connaissance de ce milieu de la tech et de nos réseaux. Et nous avons décidé de créer un événement pour permettre à tous ceux qui travaillent dans le monde de la tech de partager leurs expériences, de se rencontrer, de faire du networking et que ça puisse se faire surtout pas dans un salon, parce qu'un salon, c'est que pour faire du business, mais et que ça soit surtout pas dans une conférence non plus, même du type TEDx et compagnie, où les gens sont juste spectateurs. On s'est dit qu'on allait inventer quelque chose et on a créé le Learning Show, qui est un événement annuel
qui, la première année, a rassemblé 250, puis 400, puis 800 personnes pour un format très particulier, puisque ce sont des ateliers immersifs, expérientiels. Ça veut dire que les gens viennent vivre quelque chose et échanger autour de mises en situation dans lesquelles ils vont pouvoir vivre quelque chose ensemble. Il y en a eu 48 ateliers lors de la dernière édition. Cette année, malheureusement, à cause de la Covid, on a été obligé d'annuler l'événement qui devait avoir lieu jeudi prochain, le 26 novembre, et on donne déjà rendez-vous à tout le monde le 12 octobre l'an prochain. Mais, alors ça se passe à Rennes, mais il y a des gens qui viennent de partout en Europe. Euh, et ce que l'on s'est dit, dès qu'on a créé cet événement et qu'on a vu l'impact que ça avait, le bonheur, le plaisir que tous ces formateurs, enseignants, chefs d'entreprise, financeurs, collectivités territoriales pouvaient avoir à se retrouver comme ça, parce qu'ils ont tous ça en commun, d'être intéressés par les usages de la tech, on s'est dit que c'était bien, on faisait ça, on faisait un mouvement national, mais que sur le territoire du Grand Ouest, c'est-à-dire entre Caen et Nantes, il fallait qu'on puisse créer la même chose, mais de manière permanente, pour animer l'écosystème et la communauté tout au long de l'année. Voilà comment est née cette idée du cluster EdTech Grand Ouest. Et quand j'ai rencontré Rémi Chal, j'ai dit, ben voilà, on a compris, il y a une verticale qui est l'organisation sous forme d'une association des entreprises EdTech nationales, dont celles qui sont sur le Grand Ouest, et il y a une horizontale qui sont toutes les personnes qui travaillent dans le monde de la formation et de l'enseignement et qui ont besoin de se rencontrer et de travailler ensemble tout au long de l'année. Et c'est comme ça qu'est né le cluster EdTech Grand Ouest, que maintenant on appelle le collectif EdTech Grand Ouest, l'an dernier, et que j'ai le plaisir aussi de présider, puisque maintenant ça va faire presque 1 an et demi qu'elle existe. Alors, encore une fois, je vous la présente, cette association, parce que dès le départ, on a dit, ce que l'on est en train de faire sur le Grand Ouest, si ça peut servir pour d'autres territoires apprenants, eh bien, on est prêt à donner tout le soutien, à donner tous les outils que l'on fait, toute notre réflexion pour que d'autres structures puissent en bénéficier. De cette manière, j'ai accompagné l'émergence de EdTech Hauts-de-France, qui est maintenant, ça y est, créé et qui fonctionne, qui est à Lille. Je suis en train d'accompagner EdTech Normandie, qui permet à des entrepreneurs dans la EdTech du Havre, de Rouen et de Caen de monter une structure tout à fait équivalente. Je viens d'accompagner l'Occitanie, qui sur Toulouse et Montpellier vient de se constituer, et je suis maintenant en train d'accompagner le Sud, Marseille, pour pouvoir faire la même chose. Et quand du coup, Rémi m'a parlé déjà du parc numérique et de ce que vous aviez fait, j'ai dit, ben, c'est génial parce qu'on va pouvoir là aussi vous faire bénéficier de ça et vous aider au maximum pour vous faire gagner du temps, parce que vous savez, dans le monde des startups, on est dans un principe qui est surtout de ne pas perdre du temps à aller réinventer ce que d'autres ont déjà fait. Et si on peut travailler ensemble, eh ben on va bien plus vite et on va bien plus loin. Et c'est comme ça qu'il faut vraiment bosser. Alors, l'ambition de EdTech Grand Ouest, c'est faire du Grand Ouest un terre remarquable d'innovation pédagogique et numérique avec des vraies valeurs autour de la coopération, de l'innovation et de l'inclusion. Donc là, on retrouve là aussi, c'est fondamentaux. Hein. Ce n'est pas fait pour être simplement pour ceux qui ont les moyens, c'est pour tout le monde, avec une mission de développer les territoires apprenants inclusifs, qui soient capables d'inventer le futur de tous les apprenants sur le territoire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut se décliner à peu près partout, à partir du moment où on est aligné sur les mêmes valeurs. Alors, comment ça fonctionne ? Une particularité, c'est qu'on a fait une association avec 7 collèges pour être sûr d'être représentatif de tous ces gens qui doivent apprendre à travailler ensemble. Évidemment, des startups et tech, mais des organismes de formation, des grandes écoles, des instituts, des universités, des collectivités territoriales, que ce soit des conseils régionaux ou départementaux, des associations porteuses
d'actions autour de l'inclusion et de la solidarité, et aussi les consultants, les experts, les freelances qui sont absolument essentiels dans la mise en place d'actions de formation parce que ces gens accompagnent. Alors, je dis souvent, dans EdTech Grand Ouest, eh bien, on va retrouver ceux qui construisent, produisent, ceux qui utilisent, ceux qui financent et ceux qui accompagnent les outils, les dispositifs de formation. Alors, dedans, ben, vous voyez, là, dans ce conseil administratif, on a vraiment des gens qui sont aussi bien le directeur de Rennes School of Business, le directeur, le CEO de ENI, qui est une très belle boîte qui se trouve à Nantes, mais le directeur d'Ascoria, qui est le plus gros organisme de formation supérieure des métiers du social en France, et plein d'autres personnes. Luc Piatlon, qui est un jeune entrepreneur, une petite structure de la tech qui se trouve à Lannion, mais aussi bien Rémi Chal en tant que délégué général de EdTech France, puisqu'il y a une filiation entre EdTech France et EdTech Grand Ouest. Alors, dans cette organisation, au bout de 1 an et 3 mois, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on a déjà 50 adhérents, mais que surtout, on a mis en place une gouvernance qui permet, avec d'un côté un conseil d'administration, un comité de pilotage, un bureau, d'avoir une grande place de donner aux adhérents. Parce que pour nous, une association, c'est vraiment le travail qui est fait avec, par les adhérents, par les membres de la communauté. Et du coup, je vais vous présenter après, on a monté 5 groupes de travail qui représentent les 5 missions que l'on a à remplir et dans lesquelles il y a en tant que co-animateur aussi bien un membre du conseil d'administration que des adhérents vraiment lambda de l'association qui sont très impliqués. Et c'est ce qui nous permet d'agir vraiment en impliquant tout le monde. Parce qu'on a cette chance, on a une déléguée générale que l'on a pu financer parce que le Conseil régional de Bretagne nous a donné des finances dès la première année. Et là, pour l'an prochain, c'est aussi bien le Conseil régional de Bretagne que le Conseil régional Pays de la Loire qui ont dit ce que vous faites, ce sont des missions qui nous incombent, pour lesquelles nous ne serions ni légitimes, nous n'aurions pas les moyens et nous ne saurions pas faire. Eh bien, vous êtes légitime, vous avez les moyens et il y a la dynamique, eh bien, on vous donne les moyens pour pouvoir le faire, donc d'avoir une déléguée générale. Et voilà les 5 groupes de travail que nous avons montés. Un groupe de communication pour pouvoir continuer à recruter et pour pouvoir faire savoir ce que nous faisons. Un deuxième groupe qui est un comité éditorial qui travaille sur un principe au début qu'on avait mis en place qui était des learning expéditions, c'est-à-dire comment faire, comment valoriser le travail fait par nos adhérents, comment montrer qu'il y a des organismes de formation, des entreprises qui font des choses extraordinaires et aux autres adhérents pour que ça puisse leur permettre de gagner du temps et leur donner des idées et les inspirer. Comme le Covid est arrivé, et bien maintenant ce ne sont plus des visites sous forme de learning expédition, ce sont des webinaires qui ont lieu soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours. Le troisième groupe de travail, c'est un groupe de travail sur l'évolution des métiers dans le monde de la formation, parce que les métiers de formateurs sont en train d'évoluer beaucoup vers des concepteurs de digital learning contre des mentors, des accompagnateurs. Eh bien, ce sont des nouvelles compétences et nous sommes en train de réaliser un référentiel de compétences qui va pouvoir être utilisé par tout le monde pour pouvoir aider à professionnaliser ces nouveaux métiers. Le quatrième groupe, c'est cette cartographie, une cartographie de tous les acteurs, ceux qui produisent, consomment et accompagnent la formation pour que chacun puisse apprendre à se connaître. Parce que si on veut que les personnes travaillent ensemble, fassent des expérimentations ensemble, il faut d'abord qu'elles se connaissent. Et pour ça, il faut faire une cartographie qui va plus loin qu'un simple annuaire. C'est une cartographie pour laquelle on positionne chacun des acteurs sur la chaîne de valeur pour permettre de bien identifier
de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils livrent et qui pourrait servir à d'autres derrière. Travailler ensemble, quand je dis entreprise, entreprise et autres associations et organisations. Et la dernière équipe, qui est peut-être la plus importante, mais qui est le fruit de tout le reste, c'est le laboratoire. C'est cet objectif de faire expérimenter et de développer des projets EdTech sur le territoire. Je vais prendre un exemple qui va vous montrer combien ça peut être puissant. On a fait se rencontrer une entreprise qui produit des outils pour les enfants dyspraxiques pour apprendre à écrire et à lire. Il se trouve que cette entreprise, ce produit qu'elle fait et qu'elle commercialise pour les enfants, eh bien, d'autres personnes se sont approprié ces outils pour les essayer avec des personnes en situation de handicap et se sont rendus compte que ça pouvait être tout à fait intéressant parce que ça avait des effets tout à fait bénéfiques. Eh bien, nous avons monté un groupe de travail avec l'entreprise qui s'appelle Learn Go, avec une association qui est l'association la Fédération des entreprises adaptées, donc qui ne travaille qu'avec des personnes en situation de handicap, un organisme de formation qui justement a comme client des entreprises avec des personnes handicapées et qui font les formations pour ces personnes-là et qui vont utiliser les outils faits par leur Nengo pour les essayer avec ces personnes en situation de handicap. Et enfin, Ascoria, qui met à disposition des chercheurs pour pouvoir analyser, pour pouvoir piloter, superviser tous ces essais et pour pouvoir publier des travaux autour de cette expérimentation. Eh bien, c'était la première fois qu'ils sont sur le même territoire, se rencontraient et découvraient qu'ils avaient tout intérêt à travailler les uns avec les autres. Des exemples comme ça, il y en a déjà 7 depuis un an qui sont en cours d'élaboration. Et pour nous, c'est ça notre objectif. C'est faire que les gens apprennent à travailler ensemble en se connaissant. Et comme ça développe la filière et ça permet d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Et en plus de ça, nous faisons des actions qui sont des événements auxquels nous participons, avec des conférences que nous donnons, avec vraiment tout un tas d'interviews, de podcasts, de webinars que nous animons. Et là, vous retrouvez dedans, dans toutes ces actions que nous sommes actuellement en train de créer et de faire, eh bien, l'ensemble des missions que nous nous sommes données et pour lesquelles nous nous activons avec évidemment des outils de communication entre tous les adhérents, tout le monde, de travailler ensemble de manière solidaire pour pouvoir développer les usages, les bonnes pratiques et faire que ça puisse bénéficier à tout le monde sur le territoire. Voilà la présentation de EdTech Grand Ouest. Vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est en devenir, mais déjà après un an et demi, c'est vraiment un phare, non pas dans la nuit, mais un phare pour que chacun puisse s'en servir, puisqu'on vous met à disposition tous ces éléments-là et avec grand, grand plaisir, si ces retours d'expérience peuvent vous être utiles et vous permettre de gagner du temps. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, faut en profiter. Place aux questions. Moi, je peux vous aider à mieux comprendre tout ça, répondre à toutes vos questions pour que ça puisse vous être utile dans cette mission portée par le parc numérique pour pouvoir développer sur déjà les Antilles, voire sur l'ensemble des DOM, ces missions représentées par EdTech France et localement, régionalement, par les associations du type EdTech Grand Ouest. Tout à fait, tout à fait. Très dense hein, comme présentation et très engageante. N'hésitez pas, hein, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui ont réagi dans le chat. Merci à nos chers confrères pour ces messages privés très chaleureux. Si vous avez des questions, c'est maintenant, à l'oral, hein, n'hésitez pas. Alors, une petite chose que je n'ai pas dite, par exemple,
nous avons comme partenaire dans l'association le DAN de l'Académie bretonne qui, depuis le départ, a été totalement impliqué, mais à la 25 partant à la retraite, juste au moment où l'association s'est montée, il a été obligé de laisser sa place. Donc, on est en relation très proche avec le rectorat sur l'Académie Bretagne. Et maintenant, on fait ce qu'il faut pour que l'Académie aussi, Pays de la Loire, vienne se retrouver avec nous. C'est vraiment ces espaces pour que des institutionnels puissent travailler les uns avec les autres aussi, parce que ce n'est pas si souvent qu'un DAN peut aller réfléchir et travailler avec des personnes qui travaillent sur la formation pro, des OPCO qui sont là aussi. Évidemment, on a par exemple Acto, tous les responsables de Acto qui sont très présents. On a comme ça, mais tous ceux qui ont pour zone d'intérêt la formation sous toutes ses formes, parce que les questions, elles sont transversales la plupart du temps. Oui, j'ai vu une main qui se levait tout de suite. Voilà. Oui, bonsoir. Merci en tout cas pour cet exposé. Je suis Carl Mandé. Je suis responsable d'un organisme de formation et j'ai trouvé votre initiative très riche. J'ai des questions très pratico-pratiques, mais je suis sûr que Yannick va nous éclairer là-dessus. La première chose, c'est comment fédérer les différents acteurs. Donc, ce serait une question, si vous pouvez donner quelques indications là-dessus. Autre précision, comment fonctionne la gouvernance dans ces cas-là? Moi, je me souviens qu'on avait travaillé sur des projets à l'échelle de territoire, voire même entre différents territoires. Et des fois, c'est des questions qui sont importantes pour la viabilité, je dirais, du fonctionnement. Et troisième question, mais là, je pense que Grégory sera le bon interlocuteur là-dessus également, voir ce qui pourrait être transférable, ou en tout cas dans les expérimentations pertinentes qui pourraient être transférées sur d'autres territoires tels que celui de Danton. Voilà, merci pour les réponses. Alors, merci pour cette question. Très clairement, avant que l'association ne soit créée, nous nous sommes retrouvés 5 fois en faisant des meet-up, en faisant venir des gens pour faire parler, pour dire, voilà, ce que l'on va faire, ça sera ce que vous avez envie de faire, ce dont on a besoin. Et ça veut dire qu'on a vraiment fait des soirées dans lesquelles on a donné le pouvoir de parole, d'expression à tout le monde pour que chacun puisse dire ce en quoi il croyait, pour qu'on puisse écrire une feuille de route qui était quelles sont les valeurs qui nous réunissent, quelles sont les missions que nous nous donnons. Et comment fédérer, c'est de trouver le point commun en termes de valeurs, et ça c'est essentiel, et en termes de mission. Et à partir de ce moment-là, on avait une feuille de route qui est la feuille de route qui a émergé des acteurs. Et la structure de gouvernance n'est là que pour pouvoir mettre en œuvre ce qui a émergé de l'ensemble des acteurs qu'on a réunis. On a réussi à réunir plus de 180 personnes pendant ces 5 soirées et on a au fur et à mesure capitalisé ces éléments-là pour les traduire dans des statuts et dans une gouvernance où moi j'ai vraiment veillé à ce qu'il y ait ces 7 collèges. Parce que pour moi, c'était ça la clé. C'était pour qu'il y ait une représentativité, puisque le but de l'association est que tous ces gens qui sont différents apprennent à travailler ensemble, parce que la plus-value va être justement du fait qu'ils vont pour la première fois réellement travailler ensemble et avoir le même poids. Et bien c'était essentiel qu'il y ait 7 collèges qui donnent autant de pouvoir à chacune des couleurs, des préoccupations et des profils professionnels de ceux qui composaient l'association. L'idée aussi, Carl, c'est de mettre en place un comité de pilotage pour justement manager tout ça et effectivement mettre en œuvre cette fameuse feuille de route, d'avoir des chefs de file qui représentent un petit peu les organismes de formation, l'enseignement supérieur, la recherche, etc. Et faire en sorte qu'on se mette autour de la table et qu'on puisse engager des projets, des axes de développement qui in fine, emmèneront vers la montée en compétence du territoire. Voilà. D'autres questions, je suis sûr qu'il y en a plein. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Je vous ai dit plein de choses. Et je dois rajouter quelque chose. Nous avons fait
le même maillage au niveau du parc numérique avec Mayotte et la Guyane. Et c'est un maillage qui est en train de se mettre en place et qui fédère un maximum d'acteurs. Donc, je pense que le fait d'avoir cette volonté de réunir les acteurs sur la Martinique, c'est déjà une très belle initiative et que nous sommes persuadés que tous les acteurs vont vraiment se fédérer et pour sortir des missions intéressantes. Surtout qu'aujourd'hui, on est au pied du mur, on est face à un enjeu qui est immédiat, en fait, compte, hein. On est dans l'immédiateté, il faut apporter des réponses concrètes dans l'immédiat, mais tout en structurant et en menant justement des actions concrètes et ciblées, quoi. L'idée n'est pas de se précipiter, mais il faut quand même répondre efficacement à l'enjeu qui est bien là, hein. C'est tout simplement. Alors, comment la réflexion va se porter sur comment mettre en œuvre des actions, structurer rapidement pour mettre des actions concrètes en œuvre rapidement. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans une sempiternelle réflexion et de ne pas passer à l'action. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de favoriser le pouvoir d'agir. Voilà. Alors moi, j'ai une petite question, je vais me lancer. Donc, Julien Arnay, du coup, président de la société Judelien, formateur, animateur, donc plutôt en région Normandie. Hein, donc, Yannick, tu parlais de Caen. Alors moi, ça m'intéresserait justement qu'on puisse sûrement se rencontrer sur Caen. Moi, j'ai une question vraiment par rapport à ce que tu disais, Grégory. Tu parlais de frein de pénétration du marché donc, dans le domaine des tech. Et je voulais voir concrètement, donc Yannick, avec un petit peu votre retour d'expérience depuis ces quelques années, voir comment est-ce que ça s'est un petit peu amélioré. Est-ce que justement le fait qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui travaillent en commun, est-ce que cette pénétration-là justement s'améliore, ou est-ce qu'il y a toujours les mêmes freins et auquel cas est-ce que vous avez des pistes pour essayer, donc je suis effectivement tous ensemble de pouvoir lever ces freins? Les risques, par exemple, sont des risques lorsqu'il n'y a pas de transparence et quand une association, à un moment donné, se met à fonctionner soit en devenant, en cannibalisant ses adhérents, ça arrive. Je vais prendre l'exemple d'une association que je connais très très bien parce que je participe à beaucoup d'écriture de livres dans le monde de la RH. Vous connaissez peut-être le Lab RH qui, à Paris, vraiment fait la synthèse de tous les professionnels du monde de la RH. Le Lab RH, lorsqu'il s'est monté il y a quelques années, est parti dans une déviance totale en produisant des services pour ses adhérents, mais surtout pour l'extérieur. Et à un moment donné, le Lab RH s'est retrouvé concurrent de ses adhérents. Aller dans cette voie-là, c'est un échec total, garanti. Heureusement, ils ont changé, ils ont compris, et ils ont rectifié le tir, parce que ça ne peut pas fonctionner. Deuxième erreur que peut faire une association, à un moment donné, c'est puisque l'association met en visibilité et devient une tête de pont pour pouvoir faire émerger des appels à projets, des appels d'offres, des financements. Et qu'une association, quelque part, ça devient aussi une entreprise. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle a besoin d'avoir des moyens pour se structurer et pour remplir ses missions vis-à-vis des adhérents. Mais lorsque l'association est en visibilité et qu'elle a comme ça des projets avec du financement qui arrivent, si elle n'a pas mis en place un process totalement clair qui permet de proposer à l'ensemble de ses adhérents de pouvoir s'inscrire, bénéficier de ce que l'association va proposer, eh bien, si ce n'est pas clair, eh bien, à ce moment-là, on va aller dans quelque chose qui va créer les inimitiés, qui va créer la suspicion, etc. Et ça ne peut pas fonctionner. On a mis, nous, plus de 6 mois sur Tech Grand Ouest avant de comprendre réellement et de réussir à formaliser réellement un processus qui nous permet maintenant, où il y a une équipe, qui est l'équipe qui s'occupe de tous ces projets, qui les analyse, qui en fait une feuille et qui publie après ce qu'on appelle, nous, un appel à manifestation d'intérêt. C'est-à-dire en disant à tous les adhérents qui a envie de s'inscrire pour répondre à tel projet.
Et à partir de ce moment-là, on laisse les adhérents se regrouper pour pouvoir s'inscrire et monter une équipe qui va prendre le projet. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est aux adhérents d'être les moteurs et de dire, eh ben, OK, ça on le fait et on y va avec… mais pour surtout pas que ça soit quelque chose dans du je donne à mes copains, à ceux que je connais, etc. Parce que là, si on fait ça, eh bien, on continue ce lien de non-confiance entre les adhérents. Or, il ne doit pas y avoir de concurrence entre eux sur le plan de l'association. Alors que oui, sur le plan du marché, ben, les gens ils sont tous les uns les autres concurrents sur le même territoire, peut-être. Mais ce n'est pas grave. Quand on est sur l'association, on doit être là en tant que partenaire, on doit être là ensemble pour bénéficier vraiment de cette activité qui est donnée par l'association. Alors, est-ce qu'un groupe répond à un AMI, comme ça, un appel à manifestation d'intérêt, l'obligation est qu'il y ait une publication qui soit faite à la fin au bénéfice de tous les adhérents pour que le retour aussi sur investissement en termes de compétences développées soit pour l'ensemble. Olivier qui n'a pas coupé son micro. Merci. Plus soit le discours de Yannick. D'autres questions? D'autres questions? Alors, bon, non, c'est bon. C'est bien bon, je vous en prie. Allez-y, monsieur Alcindor, puis j'enchaînerai. D'accord. Bonsoir, juste pour remercier, en fait, juste une petite précision qui a été apportée. Donc, je suis Grégory, un acteur du numérique sensible à l'high-tech en Martinique. Et justement, je voulais savoir comment s'organiser la communication sur les projets portés par l'association. Et du coup, vous avez répondu avec les AMI. Et donc, juste une petite précision que j'aurais voulu savoir. Est-ce que du coup, sur notre territoire, le fonctionnement sera à peu près similaire? L'idée, c'est vraiment de se caler sur ce modèle qui, je pense, tient la route puisqu'il est transposé et dupliqué à souhait. Donc, l'idée, c'est de travailler en toute la transparence, hein, clairement, et j'abonde carrément dans ce sens. Pas de souci. Sébastien Virban. Oui, bonsoir. Merci Grégory. Donc, on a parlé de Dan hein, tout à l'heure. Donc, je suis délégué académique au numérique en Martinique. Et évidemment, je suis ravi à la fois d'être avec vous ce soir, mais aussi d'avoir un collègue breton. Pour tout vous dire, j'étais ce matin en visio avec le Dan de Bretagne, de Rennes, le Dan, ou la Dan maintenant, hein, la Dan, Christine, des Pays de la Loire, et avec un collègue certainement à vous, Pascal Plantard, de l'Université de Rennes. Ben oui, parce que j'ai été pendant 11 ans PAST, professionnel associé, maître de conférence, à Rennes 2 en sciences d'éducation en travaillant avec Pascal Plantard, parce qu'on a monté ensemble et le DOST, la licence pro-usétique et le Master TEF. Donc oui, ça a été pendant 11 ans mon collègue, oui. Voilà. Donc on a des projets qui se construisent ensemble et des projets qui appelleront évidemment une association EdTech à participer dans la construction, un petit peu ce qu'avait fait Alain Van Santé en Bretagne, des coopératives pédagogiques. Donc, on essaye en Martinique de développer ce type de tiers-lieux, alors d'abord en établissement scolaire, mais qui sont amenés évidemment à s'ouvrir sur l'extérieur, sur le territoire, avec participation des collectivités, participation évidemment aussi des entreprises locales. Donc, on est en train de construire des choses, que ce soit au niveau du scolaire ou avec le supérieur aussi, parce qu'évidemment, l'INSPE, qui forme les enseignants, est aussi partie prenante de ce projet. Alors, on a besoin, nous, Éducation nationale, d'une fédération des acteurs, c'est clair. On a besoin d'une cartographie, parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas. On n'a pas bien cette visibilité, on va dire, des potentialités pour nos territoires. Et on sait qu'en ce moment, comme le disait Grégory, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux, tant on va dire des problèmes économiques et la situation que l'on connaît, les départs des jeunes
martiniquais ou guadeloupéens vers l'Hexagone pour aller y travailler, alors qu'on a des potentialités pour créer des emplois aussi dans le monde du numérique en Martinique. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut mieux se connaître, il faut mieux connaître les besoins, mieux connaître les projets que l'on va pouvoir partager et ne pas travailler ensemble que dans les moments où il y a une transaction commerciale, il y a des achats, on va dire, ou des achats à réaliser. Alors, voilà, on travaille de mieux en mieux avec les collectivités aussi et je suis très très content de voir que parmi les personnes présentes, il y a j'ai appelé des collègues de la CTM avec qui on travaille au quotidien maintenant. Et je pense qu'il faut qu'on avance, alors je dirais main dans la main, ensemble. Et les enjeux sont, je dirais pas urgents, mais vous savez qu'il y a une enveloppe importante dans le cadre du plan de relance aussi qui va être déployée sur l'ensemble des régions. Et il va falloir être très réactif et très rapide et vraiment cibler les besoins et que ça profite aussi évidemment au développement économique local et que ça satisfasse tout le monde. Voilà, donc je pense qu'il faut aller très vite dans des réponses à nos besoins. Je salue aussi la présence de Fernand Sabin, j'ai vu dans la liste, avec qui nous travaillons ensemble au niveau du rectorat et qui s'occupe plutôt du supérieur. Et là aussi, on essaie de construire des choses entre le scolaire et le supérieur parce qu'on a des points communs aussi. Donc voilà, et ravi de voir ces avancées-là et de voir la tech anti-Guyane se construire. Parfait, parfait. Alors, je profite aussi pour poser une petite question à toi, Sébastien. Concernant la CARDI, tu as une visibilité sur les projets qui sont en cours? Et si tu peux expliquer ce qu'est la CARDI, parce que voilà, pas beaucoup d'acteurs connaissent cette structure. Alors, il faut juste réactiver ton micro pour le coup. Oui, voilà. Donc la CARDI, en fait, dans chaque académie, c'est une cellule qui est chargée, on va dire, de repérer les innovations qui seraient faites dans les écoles et les établissements scolaires, et de les suivre et ensuite d'essayer d'essaimer ou en tout cas de partager ces expérimentations-là. Donc, en fonction de la taille de l'académie et des moyens qui sont octroyés, bon, il y a plus ou moins, on va dire, d'actions qui sont réalisées. En Martinique, c'est un inspecteur en fait qui est chargé du rôle de CARDI, donc qui est en relation avec le CARDI national, on va dire, et il y a un chargé de mission qui est Serge, Jean-Baptiste Simone. Donc, alors les projets, ça évolue. Il y a quelques années, en fait, il y avait un appel à projet CARDI qui permettait aux établissements de pouvoir déclarer ce qu'ils souhaitent faire et d'obtenir quelques moyens en contrepartie. Et aujourd'hui, ça s'est transformé plutôt en un guichet unique. Et la CARDI, c'est-à-dire guichet unique, les établissements vont pouvoir déposer tout projet pédagogique, qu'il soit innovant ou pas. Et la CARDI va repérer là où il semblerait qu'il y ait de l'innovation et va suivre. Mais j'avoue qu'il y a de moins en moins de moyens pour pouvoir les mettre en place. Et que, bon, malheureusement, c'est un petit peu comme ça partout dans les projets d'éducation nationale. En tout cas, l'Académie de Martinique, vous savez que c'est assez compliqué parce que on est une académie où il y a beaucoup de moyens pour de moins en moins d'élèves. Et il faut qu'on essaie de se battre, on va dire, régulièrement pour conserver des moyens et ne pas trop en perdre. Voilà. Et quand on a des missions comme ça, innovation, qui sont des missions transversales, où on n'est pas des missions où il faut bien un enseignant devant les élèves, souvent ce sont dans ces missions-là où on va un petit peu tailler, je vais dire, parce qu'il y a moins d'obligations que pour les autres. Malheureusement, parce que ça ne permet pas de développer, on va dire, des axes qui sont à prendre pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers l'éducation de demain, vers l'éducation du futur et la construire ensemble plutôt que la subir quand il faudra y être. Tout à fait d'accord. En fait, c'est un petit peu la problématique qu'on rencontre en tant qu'acteur de la EdTech, puisque c'est vrai que les prescripteurs ne sont pas forcément les payeurs. Donc, il y a un triptyque EdTech, prescripteur et payeur qui
est compliqué à mettre en œuvre. Donc, il faut vraiment une harmonisation assez poussée pour pouvoir aboutir les projets. J'espère qu'au travers de cette initiative, nous pourrons justement avancer efficacement et jalonner un petit peu tout ça. Je remets mon micro, pardon. Nous, on parlait de transparence tout à l'heure et puis de vraiment fédération. Moi, c'est aussi un sens dans lequel j'aimerais que vous alliez, c'est évident. Je prends l'exemple du site qui a été cité tout à l'heure par Yannick, Solidarité EdTech. Alors, nous, on s'y est pas retrouvés dans ce site-là, en fait, parce que on avait un ensemble que l'on n'a pas pu promouvoir. Parce que dans cet ensemble, il y avait certaines sociétés où elles n'étaient peut-être pas sur la même échelle de valeur que les autres. Et on parlait dans les états généraux, si vous avez suivi, d'un code de conduite qui serait à construire pour la EdTech. Et je pense que ça, c'est important pour qu'on soit tous rassurés. On a vraiment besoin de ça. Parce que quand on a des sociétés qui ne respectent pas ce code-là, nous, Dan, en tout cas, on est un petit peu bloqués. Et on ne peut pas avancer, on va dire, avec l'ensemble. D'accord. Est-ce que ce code de conduite, il a déjà été édité? Il y a eu un travail de fait là-dessus? Alors, il est en construction. Là, je laisse Yannick parler, qui est certainement plus au courant que moi, mais c'est une des propositions qui a émané des États généraux. Oui, c'est une des propositions. Et nous, de même, au sein de l'association EdTech France, je ne vous cache pas, par exemple, que d'un matin à 8h30, un de nos sujets pour ce 4e conseil d'administration avec ce nouveau bureau, c'est de travailler sur le manifeste d'EdTech France que nous sommes en train de rédiger, qui est justement aussi quelque chose de très, très important en termes d'affichage des valeurs sur lesquelles nous voulons aligner les entreprises. C'est-à-dire que typiquement, lorsque l'on a fait le site Solidarité EdTech France, nous n'avions qu'un seul critère sur lequel nous pouvions accepter ou refuser les offres des entreprises qui étaient en plus, je le dis, adhérentes ou pas à EdTech France, c'était de valider que ça ne soit pas une arnaque et que ce ne soit pas quelque chose qui soit fait pour capter de l'identifiant des utilisateurs pour pouvoir après leur pousser du contenu payant. C'était la seule chose que l'on pouvait faire et on a tenu et on a refusé des choses qui étaient visiblement absolument pas, où il y avait une promesse qui n'était absolument pas du tout tenue. Mais pour le reste, c'est vrai qu'on n'avait pas la légitimité, le droit, ce n'était pas dans notre mission d'aller pouvoir faire le tri. Et donc, c'est vrai que ce travail, puisqu'on a participé aux États généraux, moi, je suis intervenu aussi au rectorat de Rennes et plein de mes collègues sont intervenus sur plein de lieux pour les États généraux du numérique. C'est de pouvoir travailler au maximum avec le ministère de l'Éducation pour pouvoir ensemble construire ces garde-fous qui sont absolument essentiels pour pouvoir donner des bonnes règles et apprendre à bien travailler ensemble. C'est essentiel pour tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Bon, de toute façon, nous serons très vigilants sur ce volet puisque ça m'a l'air d'être un sujet assez… Alors, par contre, j'ai une dernière question pour toi, Sébastien, concernant l'accessibilité. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses qui sont mises en œuvre pour justement favoriser l'inclusion numérique et l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours? Ouais. Donc, des projets en cours. Alors, déjà au niveau national, vous savez que le ministère demande aujourd'hui que toutes les ressources numériques qui sont proposées respectent les règles d'accessibilité. Donc, il y a des ressources qu'on appelle les banques de ressources numériques éducatives qui sont fournies. Et là, de plus en plus, il y a ce critère-là qui est pris en compte. Donc, ces banques-là sont proposées à tous les établissements scolaires, écoles, collèges et lycées. Et nous faisons la promotion quand il y a ces on va dire, modalités d'accessibilité qui sont fournies. Ça, c'est la première chose. C'est national, c'est décliné en local. Et nous avons un autre projet dont on peut parler. C'est une société, alors il me semble qu'elle est de Nantes, qui s'appelle, c'est Sondo, le projet. C'est une bibliothèque numérique de livres
qui va servir à la fois pour les élèves à besoins particuliers, mais plus largement à tous les élèves, des livres qui sont automatiquement, on va dire, transformés en texte audio aussi. Et c'est très intéressant, notamment aussi quand c'est en langue anglaise, parce qu'on sait que les élèves dyslexiques ont souvent des problèmes en anglais de la langue. Et là, ça les fait grandement. Donc, on a 7-8 collèges qui sont impliqués dans ce projet-là, qui est financé par le rectorat. Voilà, c'est un exemple. Et on avait un autre exemple qui était l'usage aussi d'un outil qui s'appelle MirageMake, un petit logiciel qui permet de faire de la réalité augmentée et qui proposait aussi des outils de facilitation pour les élèves à besoins particuliers. Voilà pour quelques exemples. Ouais. Alors, pour info, on a signé tout dernièrement avec Microsoft France sur le volet accessibility et intelligence artificielle. Donc, on pourra mettre très facilement des outils à disposition de l'académie pour aller dans ce sens. Et aussi au niveau des acteurs de la EdTech qui seraient soucieux d'aller vers ce penchant. Voilà. Non, très bien. Je suis preneur d'informations et d'échanges à ce sujet, bien sûr. Parfait. Okay. D'autres questions du coup? Les EPCI voudraient prendre la parole éventuellement? Oui, non? Non. Toujours pas. OK. Donc, je prends la parole là. Bon, Johnny Pateri. Je ne suis pas visible. Je pense que mon réseau n'est pas bon. Je suis désolé. Directeur de la cohésion sociale à l'Espace Sud. Moi, j'ai une interrogation. On m'entend? Oui, on t'entend très bien. Haut et fort. Bon, la high-tech, chez nous, à l'Espace Sud, ça va faire depuis 2007. On est en 2020. Donc, je vais expliquer pourquoi c'est une boutade. Hein. Il faut savoir que sur l'Espace Sud, toutes les écoles élémentaires sont équipées d'une salle informatique. Ça, c'est pour le structurel. Ces salles informatiques sont mises à jour régulièrement avec des logiciels. Mais nous avons une difficulté. Donc, on est en 2020, donc de 2007 à 2020, il y a un investissement public qui est mis en œuvre. Je suis incapable de vous dire actuellement combien d'enfants martiniquais habitant le sud de la Martinique ont pu réellement bénéficier de numérique. Okay. Et donc, à quel niveau ils sont. Donc, parler de tech, il y a des ressources qui existent. Elles sont mises en œuvre par rapport aux bénéficiaires. Oui, je dis qu'il faut mettre les pieds dans le plat. Il y a un problème de modalité partenariale. Je suis désolé de dire ça comme ça. 2007-2020, c'est un atout. Quant à l'organisation des acteurs locaux qui sont offrir une offre adaptée localement pour aller, comme M. Raffenel l'a présenté, sur je dirais, une approche collective. Mais les acteurs publics doivent faire preuve d'une cohérence dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et nous, en tout cas, en tant que PCI à l'Espace Sud, nous sommes dans l'attente des partenariats à établir avec l'Éducation nationale de manière beaucoup plus sérieuse. Il y a donc à la Martinique 34 communes. On a un système organisationnel qui s'est simplifié depuis 2015. Donc, je pense qu'il faut s'appuyer que les acteurs publics doivent donner un signal pour que les Martiniquais, les jeunes Martiniquais, qu'ils soient dans la formation professionnelle ou qu'ils soient dans la formation continue, puissent entrer dans le 21e siècle avec les outils de la EdTech. Tu as voulu que je donne un message, donc
Je l'ai passé. Merci, Johnny. Merci, Johnny. Effectivement, après, ce qu'on pourrait aussi déplorer, c'est qu'aujourd'hui, les appels à projets sont vraiment fléchés, ne sont pas forcément fléchés pour les petites et moyennes entreprises de petit tissu économique qui ont pour autant les moyens de répondre à ces appels à projets, mais qui ne sont pas retenus par des critères qui ne sont pas fléchés pour eux, malheureusement. Donc, il y a aussi un travail à faire au niveau des appels à projets pour que tout le tissu économique et les acteurs de la tech qui n'est pas encore atteint une taille critique puissent répondre à ce type d'appel à projet. Et derrière, tu mets l'accent aussi sur la vague d'équipement qu'il y a eu il y a un certain temps. Effectivement, ça n'a pas été suivi par des formations et ça n'a pas été suivi forcément enfin, il n'y a pas eu forcément de suivi derrière. Et faut pouvoir justement accompagner sur l'impact, la mesure d'impact de ces équipements. Hein. Et ça passe par la recherche, ça passe par des remontées d'informations au niveau des différents corps professoraux. Et bon, après, c'est un travail de longue haleine, bien sûr. On n'est pas là non plus pour casser du sucre. Mais l'idée vraiment aujourd'hui, c'est de se fédérer, de voir quelles sont les perspectives à court, moyen terme et pour long terme à ce niveau-là. Alors, Sébastien Birban, alors. Ah, Sébastien Birban. Ouais, c'était un message personnel à M. Pateri. J'invite à me contacter parce que il y a, alors, c'est pas qu'il y a, on va dire, des mondes un petit peu impénétrables. Et c'est vrai que les relations ne sont pas évidentes, autant éducation nationale vers collectivité que le contraire. Et l'Espace Sud a une particularité, c'est que c'est la seule EPCI qui a l'informatisation des écoles à sa charge sur ces 12 communes, avec une difficulté supplémentaire, qui est que informatisation ne dit pas affaires scolaires. Donc ça veut dire qu'il y a uniquement une partie qui est gérée et que l'autre partie, il faut la coordonner. Il faut la coordonner avec les communes qui, elles, vont être en charge notamment des réseaux, et la coordonner avec l'éducation nationale qui, elle, va être en charge de la formation, qui va être en charge de l'accompagnement. Et on a beaucoup de choses à améliorer sur ces différents points pour que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on avance ensemble et pas chacun de son côté. Mais c'est sûr qu'avancer ensemble, ça demande du temps, ça demande de la concertation, ça demande de la transparence aussi sur toutes les choses. Et je serais ravi d'échanger avec M. Pateri à ce sujet. Voilà. Alors c'est vrai que l'éducation nationale, s'il y a un reproche, et Grégory il avait tout à fait raison, c'est que c'est réforme sur réforme, et c'est des changements constamment et peu d'évaluation des dispositifs qui sont mis en place. Et on change avant d'avoir évalué, d'avoir eu un retour sur investissement. Donc ça, je peux évidemment comprendre que les collectivités qui, elles, investissent sur le long terme aient besoin de ce retour-là et souvent ne l'ont pas eu. Ça, c'est la réalité des choses. Voilà. Et d'où les états généraux aussi du numérique. Alors, bon, je ne sais pas si ça changera grand-chose, mais en tout cas, il y a eu ces remontées du terrain qui ont été réelles et qui ont montré que ce n'est pas que sur le territoire hein, des DOM, hein, des dom-tom, hein, mais c'est un petit peu partout qu'il faut travailler différemment. C'est obligé. Sinon, encore une fois, ce sont les jeunes qui en pâtissent et les professionnels, hein, les enseignants aussi sur le terrain, qui, pendant le confinement, on l'a vu, hein, n'ont pas été cherchés vers les institutions, n'ont pas été cherchés vers toutes les solutions, on va dire, officielles. Ils sont allés braconner, ils sont allés chercher ce qui fonctionnait et puis ce qui était au plus rapide, on va dire, et au plus ergonomique. Et, voilà. Moi, en tout cas, vous savez que je suis quelqu'un qui est à l'écoute, qui est dans la recherche de collaboration, dans la recherche de construction collective. Donc, je serai présent à vos côtés, pas de souci. Merci pour cet engagement, en tout cas. D'autres questions, du coup? Yannick, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit? Non, je comprends tout à fait. Je trouvais ça intéressant d'être témoin de ces échanges. Ça montre bien toute l'utilité d'avoir à rassembler les acteurs d'un territoire, qu'il y ait un espace de créer pour que
tout le monde puisse échanger, dialoguer, avancer ensemble, parce que de toute façon, c'est une problématique qui est vraiment globale. Et donc, voilà, je me réjouis que vous puissiez, au travers de cette initiative, eh bien, rassembler, coordonner, donner la parole, parce que pour moi, c'est la mission principale au départ, rassembler ces acteurs du territoire, les faire se comprendre, se connaître, réfléchir, régler des passifs et investir dans les actifs pour pouvoir aller sur de l'expérimentation, sur du développement de nouveaux projets. Voilà, faire bosser les gens ensemble, c'est vraiment cette mission fantastique que doit avoir le parc numérique en tant que représentatif de la tech et de ses acteurs sur ce territoire. Voilà. Mais après, c'est vrai que je ne connais pas, je n'ai jamais mis les pieds encore en dom-tom. Je découvre déjà la Guyane depuis 1 an et j'accompagne la Guyane et c'est absolument passionnant. Un jour, je pense que je pousserai jusqu'en Martinique ou en Guadeloupe pour pouvoir faire connaissance avec tout le monde. Mais en attendant, moi, j'allais vous proposer de vous laisser échanger les uns avec les autres, puisque s'il n'y a plus d'autres questions vers moi, je vais me préparer pour mon conseil d'administration demain matin tôt. Très bien, très bien. Alors, peut-être une dernière question où on laisse filer notre intervenant breton, du coup. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, Hervé Lucenay, je suis responsable informatique à Skill4, donc établissement consulaire qui va regrouper les centres de formation de la Chambre de commerce, donc le CFA, formation continue et également l'école de commerce, le GC Martinique. Donc là, depuis le confinement donc de 2020, on a mis en place la continuité pédagogique, donc avec différents outils. C'est quelque chose qui fonctionne, qu'on a appris à faire fonctionner parce qu'il était déjà en place depuis quelques années. Le témoignage que je peux donner, c'est qu'effectivement, les équipes pédagogiques et les apprenants se sont assez vite adaptés sur la situation. Maintenant, c'est pas vraiment une question, mais c'est plus une thématique de la rupture pour les apprenants qui rencontrent des difficultés et qui peuvent être amenés à décrocher. Donc, c'est notre problématique actuellement d'identifier au plus tôt ces risques et de pouvoir mieux les accompagner. Ah là, on met le doigt sur une grosse problématique sur nos territoires d'outre-mer, puisque le décrochage scolaire, c'est quand même, en termes de pourcentage, 2 à 3 fois plus important qu'au national. Et effectivement, il y a vraiment un gros enjeu là-dessus, puisque c'est aussi, il faut le savoir, l'antichambre du chômage. Donc, si on travaille en amont sur le décrochage scolaire, forcément, il y aura un impact fort sur le chômage. Et là-dessus, tous les travaux, tous les retours d'expérience depuis déjà quelques années convergent sur un point qui est vraiment crucial. Les dispositifs de digital learning, quand ils n'investissent uniquement que sur des plateformes et sur des ressources qui sont mises à disposition, échouent pour beaucoup d'apprenants, parce que cette situation d'auto-formation est vécue comme une situation d'auto-abandon par les apprenants. L'avenir du digital learning, pour que ça puisse être performant avec des taux de complétion qui soient normaux, acceptables, et voire même pour essayer à faire beaucoup mieux que du présentiel, eh bien, ça nécessite un investissement sur le cœur, et le cœur, c'est l'accompagnement humain. C'est-à-dire, si on reste dans cette illusion de croire que le digital va pouvoir fonctionner seul, sans des personnes dedans, on se trompe totalement. Il n'y a que 6% de la population qui soit capable d'apprendre par soi-même, par des logiques d'autodidaxie. Donc, la clé autour de ça,
c'est d'aller développer les nouveaux métiers dans l'accompagnement, les mentors. Lorsque j'étais le directeur pédagogique et éditorial d'Open Classrooms, lorsque j'ai lancé les 130 premiers MOOC en partenariat avec toutes les grandes écoles, nous étions confrontés exactement à la même situation où simplement 6% des personnes allaient au bout des MOOC. Ça, c'est général. Et avant que ce soit les MOOC, c'était la même chose avec les bouquins qu'on allait acheter chez le libraire ou à la FNAC. Donc, la clé dans tous les dispositifs de digital learning, c'est d'aller mettre des personnes dont le travail consiste à fournir un support méthodologique, donner de l'attention de manière régulière, hebdomadaire, pour que chaque apprenant se sente valorisé, reconnu et accompagné. Si on fait ça, on a 90 ou 95% des personnes qui vont au bout. Mais ça demande de l'argent, ça demande d'imaginer que faire fonctionner un dispositif de formation en ligne, ce n'est pas d'un coup sortir les enseignants, les formateurs, que ça va fonctionner tout seul. Non, ça va fonctionner avec ces nouveaux métiers de gens payés pour accompagner et pour être les garants du succès des apprenants. Et ça, c'est une véritable révolution qu'ont apporté tous les établissements, que ce soit de formation continue, de formation professionnelle ou établissements d'enseignement supérieur, qui sont très, très éloignés de ce genre de choses. Et je veux, pour prendre un exemple, dans les retours d'expérience dans l'enseignement initial et sur l'éducation nationale, les plus beaux témoignages de très grande réussite qu'il y a eu lors du confinement sont les enseignants qui se sont débrouillés, non pas avec aucun des outils fournis nulle part, juste avec du WhatsApp, juste avec le téléphone, où ils ont fait vivre le groupe classe avec du WhatsApp, avec des enfants qui n'étaient pas équipés forcément d'ordinateur à la maison, mais où tout le monde avait un téléphone et où ce lien social a été créé qui a permis d'aller faire de la magie. Parce que les mômes savaient que leur enseignant était là, s'intéressait à eux, leur donnait la parole et qu'ils pouvaient apprendre les uns avec les autres en étant dans ce collectif, puisqu'on a parlé en permanence de distanciation sociale, ce qui était une énorme erreur, puisque le Covid nous a amené à une distanciation physique et qui nous amène, nous, qui travaillons sur les dispositifs avec les outils, à créer de la proximité sociale. Et notre défi auquel nous sommes confrontés, c'est comment utiliser la techno pour pouvoir créer de la proximité sociale pour des êtres humains qui sont des animaux sociaux qui ne peuvent pas apprendre sans ni qui ne peuvent apprendre qu'avec et par les autres. Et donc, c'est ça notre défi le plus grand que nous avons à relever aujourd'hui. Alors, si je peux compléter aussi par rapport à ton discours, il faut y rajouter aussi du coaching scolaire, je pense, pour engager les apprenants, pour poser le cadre, leur donner des outils qui leur permettent d'apprendre à apprendre. Ce sont des techniques qui ne sont pas forcément connues de tous. Il faut vraiment pouvoir travailler sur les neurosciences, les sciences cognitives. Et ça, justement, il faut savoir aussi que le numérique, c'est plus de 50% de psychologie, d'aspects psychologiques. Et il faut pouvoir justement casser ces barrières-là et engager et favoriser le pouvoir d'agir. C'est ça. Et puis ludifier aussi, ludifier l'apprentissage, permettre justement, on parle de gamification aujourd'hui de l'apprentissage, et nul n'a dit qu'on ne pouvait pas apprendre en s'amusant. Voilà. Ou en donnant du sens, ou en créant de la pédagogie par projet, en tous les cas, en faisant quelque chose dans lequel on va réellement investir en ingénierie pédagogique et pas simplement en transfert de savoir, parce que là, le savoir, il est partout. Maintenant, on n'a plus besoin des organismes de formation pour avoir accès au savoir. Le savoir, il est partout, il nous entoure. Par contre, le savoir-faire d'un formateur, d'un enseignant qui, lui, crée des activités pédagogiques et crée les conditions d'apprentissage et les conditions de transfert pour pouvoir s'approprier ces connaissances et pour pouvoir les mettre en œuvre et en développer des compétences et faire que ça soit pérenne, ça, c'est la véritable responsabilité des formateurs, des enseignants. Et là, il y a un énorme travail à réaliser, passionnant,
parce que c'est quand même autrement plus sympa de faire de l'ingénierie pédagogique et de s'intéresser à la réussite de ces apprenants plutôt que de faire le perroquet qui répète et mouline du contenu que l'on a déjà depuis longtemps. Merci beaucoup pour ces réponses passionnées. Et c'est vrai que c'est vraiment le cœur de nos préoccupations actuellement, au-delà de la technologie et des outils, mais vraiment donner une dynamique positive et vertueuse. Très bien. Belle initiative. Monsieur Birban? Tout à fait d'accord. OK. Très bien. Parfait. Il nous reste 9 minutes, mes chers amis. Dernière intervention et puis on va boucler la visioconférence. Je rappelle que Yannick est resté pratiquement jusqu'au bout, donc merci à lui. Une dernière intervention? Non? Très bien. Bon, de toute façon, la suite, elle sera très claire. Hein. L'idée, c'est vraiment, on a déjà monté, on parlait de WhatsApp, mais on a créé un petit groupe WhatsApp déjà pour engager la dynamique. Donc, tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à laisser vos contacts pour pouvoir justement enrichir ce groupe WhatsApp et par la suite définir bien sûr un plan d'action assez rapide. Je pense qu'on va très rapidement aussi reprendre la tâche de M. Birban et prendre rendez-vous, mettre en place le comité de pilotage et définir une feuille de route rapidement avec les outils que la EdTech Grand Ouest a chaleureusement mis à notre disposition. Donc voilà. Oui, alors, qui donc ça va côté. Parfait. En tout cas, merci à tous pour votre engagement. Merci de participants, avec bon nombre de personnes qui sont sur la métropole. Bon nombre de personnes, mais pas mal de personnes qui sont sur la métropole. Les EPCI étaient présentes, l'académie était présente. La CTM était là, mais représentée par qui du coup? Je ne sais pas. Sébastien, tu peux me dire qui était là chez la CTM? Oui, alors on avait notamment Madame Clovis-Saline, Karine Clovis-Saline, qui est responsable du service numérique scolaire. Ok, mais j'ai pas vu. Ok, d'accord. Voilà, avec qui je travaille régulièrement. Et nous avions sa collaboratrice Lisa Laurencin et Olivier Carteron, qui est aussi dans ce service-là. Service qui augmente en termes de personnel, en termes de charge, on va dire, de prise en charge des établissements scolaires. Et ils se construisent petit à petit et c'est tout au bénéfice de nos jeunes. Hein, c'est clair. Ils sont toujours présents s'ils veulent intervenir. Comment? Ils sont toujours présents, donc s'ils veulent intervenir, il reste encore quelques minutes. Je vous laisse l'adresse mail du contact du parc numérique dans le chat. Transmets Emmanuel Joseph. Elle n'a pas de micro. Voilà. Donc, nous reprendrons la tâche de Mme Clovis-Saline ultérieurement. Tac, tac, tac. Parfait. Très bien. Très bien, très bien. Oui? Non, je disais à bientôt. Je disais au revoir à tout le monde. Voilà. Ok. En tout cas, merci Yannick pour cette intervention. On reste en contact, bien sûr, hein, pour l'événement. La Martinique, mais aussi sur tous les autres territoires, puisqu'il reste encore la Réunion et la Guadeloupe. J'ai vu que le représentant de la Guadeloupe du parc numérique, Lilian Lambourdière, était aussi présent. Donc, je le salue chaleureusement en lui disant que bientôt, nous serons de son côté. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup Yannick et bonne soirée, bonne continuation et bon courage. Au revoir. Au revoir. Merci Yannick et bon conseil d'administration. Bientôt, au revoir. Parfait. Il nous reste encore 5 minutes. Je vous laisse. Donc, si vous voulez qu'on échange sur un sujet en particulier, n'hésitez pas. Ou sinon, on va clôturer.
tranquillement. Monsieur Emmanuel Joseph veut intervenir de Martinique Tech, peut-être? Non, ça va. Sinon, merci pour l'échange. Bon, après, c'est toujours très. Je suis un peu comme Monsieur Pateri, je crois, de l'Espace Sud. C'est on a toujours cette impression d'être très parcellisé et de ne pas avoir de consolidation ni de cohérence dans les échanges. Alors, du coup, c'est aussi très engageant et très intéressant, mais presque démotivant aussi, puisque bon, quand on voit des gens qui ont envie de faire, des gens qui ont envie de lancer des choses, et puis on sait que derrière, ils ont les pires difficultés à pouvoir joindre les deux bouts et ne serait-ce qu'organiser des événements. Bon, on est toujours un petit peu chat échaudé, l'eau froide, donc on est toujours un peu dans cette dynamique. Mais après, si on a des représentants des institutions et de ceux qui sont en mesure de faciliter et de fluidifier les choses et qui peuvent faire et jouer ce rôle-là pour le faire, tant mieux. Et puis surtout, rajouter peut-être pour moi qu'il faut surtout qu'on essaie de regarder à côté de nous. Donc, dans le Grand Ouest, ils regardent à côté d'eux. Et donc, ce serait bien qu'on regarde aussi à côté de nous, à savoir la Caraïbe, les territoires qui sont à côté, parce qu'ils avancent, ils font des choses qui sont super intéressantes aussi, et ils ont des besoins, et donc c'est dommage de ne pas capitaliser sur ça. Tout à fait d'accord. Donc, structurons-nous et partons à la conquête de la Caraïbe aussi, il n'y a pas de souci. J'abonde dans ce sens. Donc, voilà. Bon, ben, très bien. Merci à tous en tout cas de votre présence. Merci à tous les acteurs, hein, les acteurs économiques, les institutionnels, les confrères de Martinique Tech, les confrères du numérique et de la tech. On se revoit très bientôt, très bientôt, pour mettre en place des initiatives, puisque Martinique Tech a ses locaux dans un quartier prioritaire de la ville de Fort-de-France. Donc, on va très bientôt mener des actions à ce niveau-là. Et je suis aussi membre avec la société exponentielle de Martinique Tech. Voilà. Donc, merci Emmanuel Joseph, président de cette intervention. Voilà. Clotilde Marcelin a disparu? Non, je suis là. Donc, merci à tous, comme je disais, de votre participation. On a vraiment une feuille de route à construire de ce que j'ai pu comprendre. Et comme d'habitude, Grégory, nous te suivons et nous t'accompagnerons dans cette démarche avec tous les autres acteurs. Parfait, très bien. Merci pour tout, bonne soirée et rendez-vous très bientôt. Donc, vous avez le mail du parc numérique et je reste joignable à mon numéro et sur le WhatsApp du parc numérique. N'hésitez surtout pas. Bonne soirée à tous et oui, Clotilde? Non, j'allais dire bonne soirée. Ah.